Bienvenue sur le Mika and AD Show avec mon joli chapeau. Ça s'appelle comment? Ça va, ça s'appelle une chapka. Tout simplement, ça veut dire chapeau T'as en russe. bugué, t'as bugué, hein. T'es pas sûr du tout. Tu m'as pris par surprise. Tu connais? Mets-toi debout qu'on voit le t-shirt du break, comment il est. Non, t'inquiète, je le montrerai après. Je le montrerai après. Il a l'air d'être moulant, t'as pris en muscle. Je crois que j'ai pris en muscle un peu. Hein. Je me sens balèze dedans. Ça doit être ça. On va revenir pour la énième fois sur Cédric Doumbé qui faisait ses débuts en MMA lundi dernier. Donc on avait dit qu'on allait en parler. Bah, on va en parler. Victoire expéditive, TKO dans le premier round. Qu'est-ce que tu en as pensé de son combat? Et tu penses que... Qu'est-ce que tu en as pensé? Réaction de son combat? Bah non, bah après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a ultra dominé un adversaire qui est pas mauvais, hein, parce que moi, je l'ai vu, son adversaire, je l'ai vu faire des sparring au Tiger, et c'est un adversaire qui est extrêmement bon. Après, c'était le profil parfait pour Cédric, parce que c'était un adversaire qui venait du kickboxing et qui fait au final pas beaucoup de MMA, et en MMA, il avait 4 combats, mais 2 victoires, 2 défaites face à des adversaires pas ouf. Donc on savait que c'était un profil parfait pour Cédric. Après, moi, je voulais surtout voir comment il adaptait sa boxe avec les petits gants. Et franchement, pour le coup, il y a aucune différence. On l'a vu. À aucun moment, il s'est mis en danger. Dès qu'il a voulu accélérer, il a touché. Dès qu'il a voulu le mettre KO, il l'a mis KO. Après, sur tout ce qui est lutte et sol, on n'a pas vu grand-chose, hormis à un moment donné une sorte de sprawl, mais son adversaire était déjà bien entamé. Donc, on n'a pas vu grand-chose en termes de MMA, mais en tout cas, sur le combat en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est une belle victoire. C'est un magnifique Ouais, moi, KO. j'aurais voulu le voir dans une cage, tu vois, vraiment pour... Parce que là, je pense que vu que c'était dans un ring, bah, c'est familier pour lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, Dans un mais ring, tu vois, il y avait pas possibilité de faire déjà son adversaire. Et ensuite, comme tu le dis, il était dans un format de ring connu. La cage, c'est différent. Il y a le catch control, etc. Bon, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de tout ça. Mais après, c'est une bonne entrée en MMA. Ça lui donne déjà la possibilité de s'exprimer en pied-point avec les petits gants, parce que ça change quand même. ouais. Maintenant, j'espère qu'il va prendre des adversaires avec des profils plus axés sur la lutte, etc. Et après, jusqu'à le voir au niveau. C'est ça qu'on souhaite. Non, on verra s'il signera à l'UFC parce que d'après ce qu'il disait, c'était un combat et direction de l'UFC. Mais bon, connaissant le personnage, je pense que c'est peut-être pour faire parler de lui parce que on n'a pas vraiment eu de réaction de la part de gros médias comme par exemple Ariel Helwani ou même Dorigan, tu vois, qu'il avait reçu par exemple un jour dans son podcast. Ça n'a pas été vraiment relayé, j'ai l'impression, son combat. Déjà, l'organisation, même s'il a pris un beau chèque, ce que j'ai vu, hein, il a pris juste en bonus, il a pris 50 000. Ouais. Donc, c'est une orga qui paye bien, qui l'a bien payé, très bien payé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est inconnue au bataillon. Là, au niveau médiatique, c'était très faible. Ensuite, il arrive entre 2 Fight Week où il y a l'UFC 267 et 268. En gros, il n'y avait pas de place pour le MMA autour de comment dirais-je, de Cédric. Et puis surtout, ils ont combattu un lundi presque. Alors, franchement, les gens sont pas habitués à ça. Donc voilà. Après, je fais le parallèle forcément entre Cédric et un combattant qui s'est illustré hier à l'UFC, Pereira, qui venait du Glory. Alex Pereira, ouais. Ouais, qui a combattu en fin de carte préliminaire, je crois, qui a combattu contre un Grec qui avait une grosse expérience en MMA et qui avait 2 combats à l'UFC, une victoire, une défaite. Et en fait, on a vu au premier round la difficulté quand même que vont avoir les kickboxers qui arrivent. Ça va être vraiment sur le catch control, la lutte, et parce que dès que le Grec l'a amené au sol, l'a scotché, ça a été très difficile pour Pereira de faire quoi que ce soit. Bon, après, au deuxième round, il sort un magnifique KO de l'espace. Mais voilà, je pense qu'en fait, c'est sur ce type d'adversaire que j'attends de voir Cédric, des adversaires qui vont vraiment venir le coller dans des dimensions dans lesquelles il n'a pas l'habitude d'aller, et ensuite de voir ce qu'il donne. Ouais, il m'a l'air pas. Il m'a l'air un petit peu à l'aise sur les défenses de. Bon, même si son adversaire, c'était pas un lutteur, pas du tout un lutteur même. Bah, lorsqu'il a voulu le tenter un double leg, il a eu le bon réflexe de mettre les 2 bras sous l'aisselle, de sortir les hanches. Il m'a pas l'air perdu en tout cas dans ce genre de situation. Donc ouais, on verra ce que ça donne. En plus, j'ai pas d'inquiétude avec son style puisque c'est un kickboxer, donc il est beaucoup en déplacement. Après, en plus, c'est pas tant au niveau des sprawls sur le timing, mais c'est plus au niveau du catch control que je me pose des questions.
Ouais. C'est vraiment pas sur les amener au sol double leg. Après, quand tu vois par exemple à 77 kilos un Shimaev, ce qu'il a fait à Jungli, tu vois, bon après ça c'est le très très haut niveau, attention, hein, on peut pas comparer. Mais tu vois que ça ça va être très dur pour des gars qui n'ont pas l'habitude de défendre des amener au sol. Ça c'est carrément c'est la mort quoi. Ouais, on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Et ce week-end, on avait 4 Français. On avait parlé que de 2 Français, mais finalement, on avait 4 Français. Enfin, non, on en avait oublié un, c'était Jorik, qui s'est illustré à l'Octagone. Chez les moins de 93, c'est un élève à Daniel Varan aussi, de la même team que Benoît Saint-Denis. Je sais pas si tu as pu voir le combat, toi. Non, j'ai pas vu, j'ai vu le résumé. Après, ce qui est sûr, c'est que il affronté un adversaire qui était beaucoup plus expérimenté que lui, puisque je crois que Jorik, il a 4 ou 5 combats, et l'autre Et encore, je crois que moi même. et l'autre en avait 16. Donc Ouais, c'était vraiment pas un cadeau. Ils l'ont accepté, genre, je me souviens, juste avant que Benoît parte à la Fight Week, ils avaient accepté le combat. ouais. Donc, même s'il s'entraîne souvent, etc., c'était pas lui aussi, il a pas fait un camp entier. Et de ce que j'ai lu, c'est qu'il s'est imposé de manière large. Enfin, il y a eu aucune difficulté pour ce qui lui a été présenté. Mais en plus, d'ailleurs, quand on parlait des moins de 93, je pense que lui aussi, il a sa place. Hein. J'ai déjà mis les gants avec lui et il est pas mal. Franchement, il est très, très physique. Eh bien, après, moi, je croyais que c'était un 84 kilos, mais en fait, il est monté. Je crois Ouais. qu'il est monté de KT. Il est monté à moins de 93 désormais. Et j'ai vu que c'était un bœuf là, physiquement sur la photo. Ah, ouais, très, très physique, très explosif, très puissant. Et... Ah, franchement, bien, ouais, ça m'était sorti de la tête, ou peut-être que j'avais pas vu l'info à temps, mais en tout cas, félicitations à lui. C'est sa deuxième victoire, je crois, à l'Octagone. Parce que, ouais, il avait combattu, ouais, il me semble. Ouais, sa deuxième sortie là-bas. Et encore félicitations à lui. On avait genre Sassou qui combattait au Bellator Europe. J'ai pas pu voir, moi, personnellement, j'ai pas pu voir les combats. J'ai pas pu tout Ouais, suivre. alors, lui, j'ai regardé, Sasso, j'ai regardé parce que c'est vraiment un combattant que je suivais depuis longtemps. Ouais, Il évoluait dans la catégorie des 61 kilos. ouais. Et maintenant, il est passé chez les 66. Donc, il est arrivé un peu plus massif quand même. Et on le disait, 66 kilos en France, c'est la KT la plus chargée actuellement. Ça veut dire qu'en Ouais. 66 en France, c'est vraiment la KT où il y a le plus de level. Lui aussi, il nous vient de la team un peu Hatch Academy, Smash Congo. C'est un peu les deux. Alors, je sais pas, je crois que c'est Smash Congo. Il est entraîné par Baben, je crois. Et Baben s'entraîne à Hatch Academy. Bon, il y a des passerelles entre les deux teams. Ouais. Et Georges Sassou, c'est un mec qui a un pied-point de ouf. C'est vraiment un gars qui a un pied-point et il lui faisait pas un cadeau parce qu'il affrontait un Marocain Ouais. hyper connu, un peu un protégé des frères Azaïtar. Azekar. Ouais. Et il a fait un magnifique combat. Franchement, les 2 premiers rounds, ils sont dominés par le Marocain. Mais encore, hein, quand je te dis dominé, c'est serré. Mais voilà, il y a vraiment sur les phases de pied-point, le Marocain peut-être fait un peu plus, mais et encore, il y en a un que j'aurais donné à Georges, le deuxième, je crois. Ouais. Et après, au troisième round, il décide d'aller lutter et là, il gagne le troisième round et il s'incline par split décision, mais très serré, combat très serré. Et notre troisième Français, Ibrahim Amané, qui combattait au Brave, qui a dominé son adversaire parce que j'y étais justement. Et qui a. Bah, après, on connaît la musique, hein, surtout en Mika, un russe en Russie. On sait très bien qu'il faut plus dominer, il faut terminer le combat. Et malheureusement, malgré, on va dire, 3 rounds pris, bah, ça s'est fini par un draw. Et voilà quoi, on a du mal à digérer cette carotte quand même. Ouais, de ce que j'ai compris, en tout cas, il y a un round qui est équilibré, voilà. Et il y a 2 rounds qui sont quand même flagrants pour Ibra. Donc après, c'est vrai ils ont mis draw. C'est vrai que je trouve que c'est dur. Bah, vraiment, c'est dur. Après, comme tu l'as dit, en Russie, même si c'est le Brave et c'est une grosse organisation, le souci, Ouais. c'est que c'est un Brave organisé, encore une fois, je le dis, en coopération avec C'est une autre ça, organe russe. c'est ça, Et, c'est ça. Donc en fait, ouais, c'est ça, c'était le staff. Il y avait le staff du Brave, genre comme les ah, commentateurs, les ouais, c'est speakers et tout, ça. mais ceux qui étaient sur place, Et c'était vraiment les c'est ça. juges du Pro FC, ouais. C'est ça, c'est tout ce qui est juge, arbitrage, fédéraux, tous les mecs qui gèrent les hôtels et tout. En fait, c'est eux qui donnent tout. Et après, t'as les gars du Brave qui arrivent et qui donnent les gants, qui vont faire tout ce qui Ouais, est c'est ça. logistique intendant du combattant.
et plus côté média. Mais c'est vrai que au final, en fait, c'est comme si tu combattais dans une organisation russe. Ça nous avait fait exactement la même chose avec Tar qui combattait en Suède. Et en fait, c'était les gars de la team de l'adversaire de Tar. Tous les gars qui bossaient là-bas, en fait, c'était des gars de sa team, tu vois. Ah ouais. Mais tu sais, quand c'est flagrant comme ça et qu'à la fin du combat, tu as tout le staff qui vient te voir en disant ouais, non, ton gars, il a pas perdu, il a gagné. Et que même le mec, tu vois, il s'est exprimé après sur ses réseaux en disant qu'il n'était pas fier de sa prestation parce qu'il a rien fait du combat, tu vois. C'est un peu malheureux, surtout en 2021. Tu sais, tu fais des sacrifices, tu déplaces jusqu'ici et au final, il y a une belle carotte qui passe, mais bon. Je te dis, ça vraiment, je l'ai vécu au M1. Franchement, déjà Obama, je l'avais vécu, je trouvais que c'était vraiment, Ouais. pour moi, c'était un vol. Ensuite, au M1, je l'ai vécu, mais alors là, c'était plus qu'un vol, c'était un braquage. Et d'ailleurs, dans les juges, dans ceux qui notaient les critères de notation, c'était l'arbitre de celui qui avait fait le combat contre Benoît Saint-Denis. Il était autour de la table ou Ouais, non, il donnait les notes. Ok. Ouais, c'est pas évident dans les pays de l'Est, c'est pas évident. Et en plus, il s'arrange pour que tu perdes par split décision. Tu vois, comme ça, c'est pas trop cramé, tu vois. C'est ça. Non, mais là, c'était vraiment un draw, genre, premier round 29-29, deuxième round 29-29, troisième round 29-29. Et je te jure que dès qu'il y a eu la décision et que ça a pris du temps, j'ai dit non, il va y avoir un truc bizarre. Et tu sais quoi, j'ai dit pareil à Veda. À Veda, je me souviens, j'avais fini le combat et je vois la décision, elle met 10 minutes. Ouais, c'est ça. Et je dis à Veda, tu vas voir, on va se faire escroquer. Et j'ai dit à Veda, tu vas voir, on va se faire escroquer. Et Veda, il me dit, mais non, c'est impossible. Et là, ils arrivent et ils mettent l'autre gagnant carrément. Alors que moi, je me suis dit, ouais, trop. Ils mettent l'autre gagnant et l'arbitre, il vient me voir, l'arbitre qui avait opéré au milieu de la cage, il me dit, va porter réclamation. Et le commentateur qui donnait le micro au combattant russe, il a dit, ouais, est-ce que tu penses que tu as vraiment gagné ce soir? Ça, tu vois, ça voulait tout dire. Et finalement, la décision n'a pas été changée, toi. Non. En même temps, en fait, il voulait vraiment te faire. En plus, je me rappelle, c'est à ce moment-là que tu sortais de l'UFC. Ça t'avait enchaîné 2 fois, Obama et au M1. Voilà. Ouais. Il voulait en fait t'accrocher un UFC vétéran à leur palmarès. Et juste avant ça, il m'avait mis un draw en Espagne face à Bandel. Je te jure, j'ai eu une période où j'ai vraiment pas eu de chance. Elle était sombre cette période, je me rappelle. Ouais. Mais bon, passons à l'UFC. On avait Nassourdine qui, pour son 4e combat, affrontait Edmond Shabazian. On vous avait fait la preview juste avant. Dans victoire un peu logique, sans trop de surprises pour moi. Enfin, quelques surprises quand même. J'ai été, malgré que je m'entraîne toujours avec lui, que je tourne avec lui, honnêtement, ce qui m'a surpris, c'était sa transition sur les soumissions. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a explosé. Son niveau, il a vraiment explosé durant la Fight Week. Mais j'étais quand même surpris là-dessus. Franchement, j'ai été surpris là-dessus. Après, le résultat, non, on l'avait pronostiqué. Et après, ouais, quant à l'adversaire aussi, on savait un petit peu ce qu'il valait. Hein. Et quand tu regardes bien, c'est sa 3e défaite. C'est un petit peu, elles sont un peu similaires aux autres défaites qu'il a subies face à Emerson et Derek Brunson. Ouais, mais là, il y a quand même quelque chose par rapport à ce que Hermanson n'a pas réussi à faire malgré une domination totale. Ouais. Nassour a réussi à le faire. Après, le premier round a été très physique. Et là où Nassour a été fort, c'est qu'il a réussi à conserver un rythme. C'est ça qui est dur. C'est que c'est-à-dire que même en eau profonde, il arrive à mettre du débit et du rythme. Et son adversaire a craqué psychologiquement. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est ce que tu disais, c'est que son adversaire allait chercher la lutte, et que Nassour avait des super bonnes guillotines qu'il a pas lâché. Il a transitionné ensuite sur des sortes de bras-tête. Derrière, il a récupéré des bonnes positions au sol et il finit sur un crucifix. Et malgré qu'on avait pronostiqué un TKO KO de Nassour, je m'attendais pas du tout en fait à un TKO de cette manière-là. Pour être honnête, je pensais que ça allait être debout et qu'il allait sniper. Après, j'attendais exactement ça de la part de son adversaire, c'est-à-dire que d'essayer de venir coller à mort et de mettre des low kicks. On l'a vu qu'il est très vulnérable sur les low kicks. Par contre, je trouve que Nassour, en plus de la victoire, a montré vraiment qu'il y avait une progression dans sa manière d'aborder le combat. Bref, je l'ai trouvé encore meilleur qu'avant. Et c'est bien pour la suite parce que ça promet des bonnes choses, quoi.
Bah ouais, pour la petite info, il y avait son adversaire, je crois, qui combattait juste après lui, son ancien adversaire, Phil House, qui combattait Curtis, j'ai oublié, un nouveau venu de l'UFC qui a perdu Ouais. par KO. Et comme quoi, en gros, bah, c'est bien parce que ça prouve que voilà, qu'il a sa place parmi les meilleurs et que c'était pas une défaite qui voulait vraiment dire grand-chose pour son avenir à l'UFC. Non, après, si. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, en MMA, c'est pas parce que tu as battu Pierre et que Pierre s'est fait battre par Paul que Ouais, Paul va voilà, te en fait, battre. ouais, je me suis mal exprimé, Tu mais vois ce que je veux dire? Il y c'est a juste pas en gros, de, ouais. ouais, il y a pas de réciprocité qui s'applique, Ouais, sinon, et c'est ça la beauté de ce sport. Par contre, c'est Phil Ives. House, ouais. Ah, Phil House, Ives, ouais. ouais. En fait, lui, c'est vraiment la kryptonite de ce que Nassour va devoir rencontrer. Mais je pense que déjà depuis ce combat, il a évolué, en fait. Mais en Ouais, fait, c'était que vraiment ce qui va poser problème à Nassour, ce sont des gars qui vont venir le lutter, le coller, le coller, le coller. Et en plus de ça, Phil Ives, c'est quand même lui qui a montré qu'il y avait des grosses ouvertures sur les low kicks. Et depuis, chaque adversaire qui affronte Nassour ouais, s'engouffre c'est vrai, dedans. ouais. Et C'est vrai, Nassour, c'est lui, vrai. a eu l'intelligence de se dire, OK, vous m'allez mettre des low kicks, bah moi, je vais vous contrer fort en anglaise. Je Ouais, sais c'est pas si vrai. tu as remarqué, il attend les low kicks pour bien contrer en anglaise. C'est ça, ouais, bah, c'est comme ça qu'il a eu sa Mais victoire face à Yann Nish. Mais voilà, et après, Phil Hayes, il affronte en plus un mec en short notice qui a été signé parce qu'il y a eu un désistement. Le mec, il sortait de 3 grosses défaites au PFL parce qu'il combat à 77, le mec, normalement. Et là, il a combattu Ouais, à il est balèze, 84. hein. Ouais. Il a combattu à 84 et voilà. Et, Il est euh, vraiment et physique, hein. il se fait cueillir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais teasé les débuts à l'UFC de Yann Gary, là, qui a affronté Jordan Williams là, chez les welterweight, ancien champion du Cage Warriors. Je sais pas si tu as pu suivre ce combat. J'avais teasé son combat parce qu'en fait, je le trouvais vraiment, vraiment, vraiment très, très fort au sol. Mais Ouais. depuis la Fight Week, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu comparé à Connor. Alors que moi, je le suivais au Cage Warriors, mais pourtant, c'est. Hormis le fait qu'il soit irlandais, stylistiquement, c'est pas du tout du Connor que je voyais de lui. Tu vois, je trouvais justement qu'il devait s'améliorer en En boxe, mais en fait, striking. hier, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont sorties après le combat. Et il y en a une que beaucoup de gens ont eu en similitude, c'est le fait de dire que c'est un Connor en droitier. Or qu'il y a quelques mois, il défendait son titre face à McColgan. Non, pas McColgan. Comment il s'appelle celui qui avait affronté Yacine Belhadj au, au Cage Ouais, je Warriors? vois Ouais, 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 je vois tout. j'ai oublié son prénom. Non, mais en plus, ça va me revenir, mais je vois de qui tu parles. Celui qui Ouais, a tu combattu vois. ensuite derrière au Bellator, qui a perdu au Bellator. Non, Du je sais Cage pas qui. Warrior. Au Cage Warrior, il a perdu pour la ceinture contre Bah, l'adversaire que Veda a pris. Ensuite, il est parti au Bellator. c'est ça, il a combattu dans deux catégories, ouais. Non, bref. Et en fait, où je voulais en venir, c'est que, ouais, en fait, hier, il a montré bon, c'était un petit peu un début de round un petit peu timide. Et en fait, bah, Jordan Williams, c'est un gaucher. Yann Gary, c'est un droitier. Donc, logiquement, dans une école de boxe, on t'apprend à ne jamais rester à l'intérieur d'un gaucher. Et en fait, à plusieurs reprises, Jordan Williams, il rentre un petit peu le menton à la fenêtre. Yann Gary, il recule, il recule, il recule. Et à un moment donné, il fait exprès de rentrer à l'intérieur et de tourner sur son bras arrière. Chose que logiquement qu'il ne faut pas faire. Et là, sur un retrait, il revient avec une droite plongeante. À peine 10 secondes de la fin, alors qu'il perdait clairement le round, tu vois. Et je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je me dis que si c'était calculé, c'est vraiment du génie de sa part et qu'il a un Après, fight IQ. Et franchement, un bon début, très très prometteur. Et après, surtout, qu'il y a eu une phrase à peu près. Apparemment, il a repris la phrase de Connor, là. Et ça l'a vraiment hypé ce combat-là. Et bon début à l'UFC, en tout cas. Très prometteur, je pense. ouais, après, Très, si, très moi, prometteur. j'ai trouvé aussi, je le connaissais pas pour être honnête, mais j'ai trouvé dans Ouais. son style, il avait un côté Connor. Moi, je n'avais pas suivi sa carrière avant ça, et je trouvais effectivement qu'on retrouvait l'ADN du SBG. En fait, on dit le Connor, mais je pense que c'est lié au coach aussi, en fait. Nous, on dit Connor parce que Connor est plus connu que le coach. En fait, Connor, tu vois, c'est Connor. Il est au SBG, Yann Gary? Bah, je pense il s'entraîne parce que clairement, il s'entraîne. Pour moi, Je en fait, crois dans qu'il la. est à. Je crois pas, hein. Je ne crois pas qu'il est au SBG. Mais Alors en ouais, fait, bah, alors effectivement, s'il s'entraîne pas au SBG,
effectivement, je savais pas, tu vois. Mais effectivement, il y a une vraie similitude, je trouve, avec les déplacements et une attitude. Tu sais, je trouve qu'il est patient et comment dire, qui prend une grande envergure et qui cherche le contre dur à la manière d'un Ouais. Connor, tu vois, qui est. Et en plus, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment naturel de sa part, il sait pas jouer. Mais par contre, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a quelques temps, quand il combattait au Cage Warriors, c'était vraiment pas du tout ce style-là qu'il avait montré en tout cas. C'est Non, vrai que j'étais un petit peu surpris. bon, après, les combattants évoluent. Là, il s'entraîne Et, avec, je crois qu'il est à Sanford MMA. Ouais, c'est eh ça. ben, mais ça, c'est vraiment la salle en vogue en ce moment. Il y a Fares Siam là, qui fait sa prépa là-bas. Il y a Ouais. beaucoup. Il y a David Beer qui avait fait sa prépa là-bas il y a 2 ans, je crois, à peu près. C'est vraiment la salle du moment. Ouais, il a Sanford MMA. Je sais pas où il était avant, mais là, en tout cas, actuellement, il a fait sa prépa là-bas. Il a affiché une photo avec Vicente Luque et quelques vidéos à Sanford MMA. Donc, en tout cas, Ok, ouais. mais combattant à suivre est très bon. Ouais. Franchement, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Après, bon, c'est son premier combat. Mais c'est pas, voilà, il m'a pas non plus, son KO est beau. De dire que c'est fait exprès, j'en suis pas sûr non plus, mais on peut pas dire que c'est de la chance non plus, pour Bien autant. sûr, bien sûr. C'est une attitude qui a fait que, mais je pense pas que ce soit calculé quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Passons au combat qu'on attendait tous. Je pense que le Fight of the Year, Chandler vs Gaethje. Malheureusement, on avait pronostiqué Chandler, nous deux, ou t'avais dit Gaethje? Non, Gage, je dis T'avais dit Gage. Gaethje. Ok. Bah, je me suis gouré de pronostics, mais franchement, c'était un combat de malade. Un combat de malade et ça a tenu toutes ses promesses. Hein. Ça a tenu toutes ses promesses, honnêtement. Ouais, au-delà même de nos promesses, ça a été Ouais. vraiment un combat de fou. Après moi, j'ai une chose que j'avais dit à tout le monde et je suis content que ce soit arrivé parce que je trouvais que les gens sous-estimaient le niveau de lutte de Ouais, Gaethje. c'est vrai. Mais tu vois, je t'avais dit ouais, c'est parce qu'ils sont restés sur l'image du dernier combat avec comment dirais-je Khabib. avec Khabib et on a vu que Khabib l'a amené facilement au sol et donc tout le monde s'est dit ouais, Gaethje il sait pas lutter, Chandler il va l'amener au sol et tout. Et c'est là qu'on a vu le niveau de lutte de Gaethje qui a remis des points sur les i. Et même quand il arrive au sol, si tu vois le scramble, comment il remonte, top, hop, bam, et c'est au final Chandler qui se retrouve en dessous. Franchement, Ouais. je trouve que, et c'est aussi en voyant le niveau de Gaethje, le niveau d'hier du Gaethje qu'on a pu voir, qui permet de voir deux choses. D'une part que Chandler est encore un cran en dessous parce qu'il manque clairement de fight IQ pour aller chercher la ceinture. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit le niveau de ce qu'avait Khabib. Quand on Ouais. voit la facilité avec laquelle Khabib s'est débarrassé de Chandler, de Gaethje, pardon, c'est là qu'on voit que vraiment, il y a personne qui pouvait l'inquiéter. C'est ça. Vraiment, Ouais, c'est ça, c'est actuellement, ça. les combats les Après, plus durs auraient été les combats les plus durs pour moi pour Khabib s'il était resté, ça restait à la rigueur Charles Oliveira et Poirier. Mais voilà, pour moi il y a vraiment un cran en dessous après. ouais, après non, je te comprends aussi. C'est vrai que là, je pense qu'on va maintenant respecter le niveau de lutte de Gaethje. Mais après, ouais, c'est pour parler de Khabib et Chandler, tu sais, c'est pas le même style de lutte. Lui, c'est vraiment tu vois, un power wrestler. Il rentre à 2000 à l'heure dans les jambes, il change de niveau, tu vois, il est explosif. Et en fait, il faisait des défenses de lutte basiques pourtant, vraiment bras sous les Non, selles. mais Tu vois, il remontait et ça. Mais je pense pas qu'en fait, je dirais pas qu'il manque de fight IQ, Chandler. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il a voulu offrir un show. Tu sais, pour moi, s'il non arrive mais avec un game plan qu'il peut appliquer, parce qu'à un moment donné, tu entends son coach là, du Centre for MMA, là, j'ai oublié son prénom, qui lui dit en gros body shot, je crois, à la deuxième reprise. Et tu vois qu'il s'y applique, tu vois. ouais, Après, non, j'ai mais l'impression que. il s'y applique. Mais franchement, c'est un gogol d'avoir fait ce qu'il a fait au premier round. Quand il a touché Gage avec la manière à laquelle il l'a touché, euh, bah derrière, tu vas pour verrouiller et tu t'arrêtes d'aller prendre des coups et d'aller au charbon. En plus, on le sait, Gage, normalement, c'est quelqu'un, on l'a toujours dit, c'est un fou. Ensuite, on l'avait vu face à Ferguson, on s'était dit, ah, il commence à être intelligent dans sa manière de faire. Bon, contre Khabib, on l'a pas pu voir s'exprimer. Et là, il est revenu en mode, je vais faire la guerre. C'est ça, Sauf c'est ça. que, sauf que, à mon avis, Gaethje avait tout intérêt à faire une guerre avec Chandler parce que je pense qu'il pensait pas déjà avoir autant de difficultés
à le mettre KO. Je pense que Chandler a quand même a surpris Gage sur le niveau de boxe. Mais voilà, je pense que c'était vraiment une erreur de la part de Chandler de rentrer dans cette guerre. Ouais, tu vois, je pense qu'il a été piégé par le trash talking et il s'est senti obligé de faire le show. Et en soi, ça manque. C'est déjà comment dire, ça trahit son manque d'expérience. Tu peux pas te permettre d'arriver et d'être prisonnier de ce que tu dis. Si moi demain je dis à un striker, je vais te casser la gueule debout, mais à la moindre occasion où je peux l'amener au sol, je l'amène au sol, j'en ai rien à foutre. C'est là où il a été trahi parce que je crois que c'est dans la première reprise où il tente un double leg. Et à ce moment-là, il a commencé à grailler pas mal d'où parce que quand tu regardes bien au début, il rentrait avec des bons gauche droite qui faisaient mouche. Hein. Et après, comme tu as dit, on a revu le Gage fou, alors qu'il envoyait genre des bras arrière, des crochets à plein de patates. En fait, ce qui a sauvé Gage, c'est son hypercut. Dès qu'il a trouvé l'ouverture sur l'hypercut, ça a été fini pour Chandler. Et Chandler, il a été très vite ouvert là, ici. Et tu voyais, il crachait tout le temps sur le côté. Et Chandler, lui, en fait, il avait qu'une possibilité, c'était de boxer en ligne. Mais à un moment donné, Gage avait adopté une bonne stratégie. Dès qu'il a été touché durement, en fait, il s'est raisonné, il a remonté ses mains et il a boxé plus intelligemment. Mais c'est là que ça a fait toute la différence. Ouais. Ça reste un combat de malade. Parce que vraiment, au premier round, l'arbitre, il était à 2 doigts d'intervenir pour siffler la fin. Ouais. Et au deuxième round, c'était la même chose. Hein. Mais là, encore une fois, c'est des combats, ils peuvent pas en faire 10 dans leur carrière. Vraiment. Bien sûr. En tout cas, ouais, combat de l'année, combat Fight of the Night, mais très honnêtement, je sais pas ce que c'est que leur compte respectif, mais je me dis, ils méritent beaucoup plus. Et dans ce genre de spectacle qu'ils nous ont offert, c'est dommage qu'il y a un perdant et un gagnant, tu vois. Là, il faut dire qu'il y a un mec comme Chandler qui devrait faire la queue encore pour avoir le title shot, or que, non, très honnêtement, les deux, ils méritent. Tu vois, par contre, j'ai trouvé difficile l'UFC hier sur les critères de notation, parce que, tu vois, ils ont pas mis 18 à Gage au deuxième round, alors que clairement, Chandler, à un moment donné, il a vraiment vu la mort. Ouais, il est en mode survie, ouais. Ouais, on parle vraiment pas d'un ascenseur, là. On parle vraiment de 3 knockdowns d'affilée. Bon, franchement, c'était violent. Il y a eu la polémique Benoît Saint-Denis. Heureusement que ça s'est fini au sol et que ça s'est tassé, parce que sinon on aurait eu la polémique Chandler-Gage. Mais en tout cas, ça, c'est des combats pour nous, spectateurs. C'est le feu. Il n'y a rien à dire. Après, en tant que combattant, des combats comme ça, faut pas en faire trop dans sa vie. Hein. Bien sûr, ouais. Et je te jure, c'est en voyant ça que je me dis que l'UFC devront vraiment, je sais pas, mais faire une catégorie à part, genre en fait, genre que pour ce genre de combat-là, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, moi, je suis pas compris. Faire de... Je perds mes mots, je crois que je suis encore sous l'émotion de ce combat. Non, mais là, moi, par contre, je trouve que l'UFC, ce qu'il devrait faire pour les combattants, parce qu'on le voit, hein, c'est des risques pour les combattants, les combats, c'est d'avoir une sorte de garantie à vie. En plus, on le sait aux États-Unis, par exemple. Et encore, là, on parle de combattants qui gagnent très bien leur vie. Hein. Mais il y a des combattants qui peuvent faire les mêmes combats pour 15 000 et 15 000. Ça peut arriver. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que l'UFC, c'est vrai, devrait faire une sorte de mutuelle à vie qui couvre les dommages sur le long terme et où, tu vois, ça serait comme t'arrives à l'UFC, et ben, à vie, t'as une couverture mutuelle, une couverture santé, une prise en charge de l'UFC. Et je pense que ça serait un grand pas pour reconnaître au moins et sécuriser le combattant et la famille du combattant dans ce que peut advenir l'avenir. Ouais. C'est ce qu'on espère pour en tout cas, parce que tu perds des années de vie, hein, surtout qu'ils sont plutôt jeunes les deux. Non, mais eux ou d'autres, hein, quand tu vois Nat Diaz, franchement, tu sais, là, on voyait beaucoup de Nat Diaz face à Chimaev, le combat rêvé. Mais ça, c'est le combat rêvé pour qui? Pour les fans. Parce que ça a aucun sens actuellement. Moi, Chimaev, je veux bien qu'on le mette face à un Burns, face à un Thompson, face à un Luque, ou face à un Edwards. Mais qu'est-ce que tu vas me le mettre face à Nat Diaz, le pauvre? À chaque fois, Nat Diaz, il prend 3-4 TKO. Même s'il est super fort et que c'est un mais il a refusé, de toute façon. Dana White, il a refusé. Ce que je veux dire, c'est totalement logique qu'il refuse. Ouais, bien sûr, le mec, à un moment donné, il va, c'est fini, tu vois. Les fans, en fait, ils voient que le côté spectacle, le côté thug. Non, mais même, je pense pas que ce sera spectaculaire et ça n'a aucun sens, là, actuellement, de faire ça. Là, je pense que, en fait, quand je vois ce que Benson Anderson avait réussi à faire à Nat Diaz au sol, je me dis qu'avec Chimaev, ça va être la punition fois pire, quoi. Tu vois, et en plus, surtout, ouais, non.
Il mérite pas ça, Nadjaz. Mais bon, Non, il il a mérite l'intelligence pas, quand même ouais. de refuser ce combat. Ouais, exactement, il a bien fait. Bien sûr, bien sûr. Passons au co-main event. Weili Zhang contre Rose Namajunas. Franchement, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte parce que je l'ai regardé qu'en travers. Le combat, franchement, il était tard. Je dormais à moitié et j'ai regardé les résumés. Par contre, il y a une chose que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé que c'était autant des fois il y a des décisions, tu vois, des split décisions qu'on conteste, etc. Ouais. Et là, je trouve que tout le monde est d'accord pour dire que Rose a gagné et tout. Ok, ça fait une belle championne et tout. Mais je trouve que la chinoise, franchement, elle était pas loin de dominer les trois rounds, tu vois. Ouais. Et je trouve que après, je sais pas si la polémique elle enfle pas parce que elle est pas cotée, parce que Namajunas est beaucoup plus cotée qu'elle et parce que tu vois la communauté chinoise est moins importante sur les réseaux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé quand même que sur le critère de notation et de scoring, franchement, bon le draw, on sait que pour une ceinture, voilà, c'est compliqué, Ouais. mais je trouvais que la chinoise en avait fait assez très nettement Ouais. sur 2 rounds. Namajunas en a fait assez sur un round. Après, il y a 2 rounds qui sont très très disputés et les deux sont partis en faveur de Namajunas. Et je trouvais que Ouais. la décision dans ce sens-là, elle était un peu. Ouais, après, stratégiquement, on a vu que Namajunas, franchement, elle a dû vraiment travailler un game plan avec Trevor Whitman parce que elle a vraiment mis l'accent sur les déplacements, tu vois. Et on voit que Weili Zhang, c'est une strikeuse, mais qui est une strikeuse vraiment qui va boxer en fermant les angles, En tu vois, ligne. Ouais. en mettant la pression et tout. Et en fait, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est les déplacements et les désaxements de Namajunas. Et ensuite, à quelques instants dans le combat, j'ai vu que lorsqu'elle emmenait Weili Zhang au sol, tu vois, j'avais même l'impression que si ça avait été axé sur ça, que le combat, il aurait pu ne pas aller à la décision parce qu'en fait, Weili Zhang, une fois arrivée au sol, et elle m'avait l'air un petit peu perdue, tu vois, aucun déhanchement de hanche, elle restait sur les deux épaules collées au sol. Tu vois, on voyait pas de mouvement naturel, tu vois, genre pour se relever, de mouvement défensif. Même pas, elle essayait d'aller chercher la cage, parce qu'à un moment donné, elle était vraiment, Ouais, tu ouais, vois, ouais. genre collée à la cage, et elle a même pas essayé d'aller mettre son doigt à la cage. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, peut-être qu'ils auront pu peut-être changer de game plan, mais bon, après, je pense qu'ils ont préféré rester là sur le game plan initial. Et ça me fait plaisir de voir Rose, parce que là, je pense que là, elle a prouvé que voilà, mentalement, elle était prête, Non, non, techniquement, elle était ouais, prête. elle est rentrée dans le combat et tout. Tu vois. Après, comme je te dis, je trouve quand même sur l'ensemble du combat, il y a, franchement, toutes les deux, elles prennent un round de manière nette. Ensuite, il y a 3 rounds pour moi qui sont disputés, qui sont vraiment disputés. Voilà, ils ont décidé de mettre 2 rounds à Namajunas, un round à Zhang. Ouais, je trouve, voilà, après, c'est une manière de voir le combat. Et moi, j'avais pas compliqué. Franchement, ce combat, je trouvais un draw, tu vois, pour moi, c'était. Mhm. Après, ouais, un draw pour une ceinture, c'est vrai que t'avantages peut-être le champion, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, je pense qu'elle pourrait peut-être régner un bon mouton là si elle arrive vraiment de cette manière-là. Passons au main event, Colby contre Ousmane. Deux combats qui a tenu toutes ses promesses. Et Je sais quel pas ce que tu en combat? penses. De Colby Ouais. et Ousmane, ouais. Ah, Bah, ok, en je fait, te pose une question. non, non, Colby Ousmane, franchement, que dire de plus? Bah, en fait, on a vu un Ousmane arriver avec ses armes 3.0. On a vu aussi que Covington, il a eu du mal à rentrer dans le combat. Ouais. Il a mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans le combat. Et c'est là qu'on voit que l'inactivité lui a coûté cher. Parce que Ousmane lui a marché dessus le premier round et deuxième round. Ouais. Au deuxième round, on n'est pas loin de l'arrêt de l'arbitre. Au troisième round, on voit clairement Covington qui récupère, intelligemment d'ailleurs, qui récupère intelligemment. Et on voit un Covington qui revient au quatrième et cinquième round de manière très forte. Ouais. Et c'est en ça que je dis qu'il manquait de round. Et voilà. Et après, Ousmane qui a fait un travail remarquable. Mais, encore une fois, je suis persuadé que Covington peut battre Ousmane un jour. Et que là, bah, il n'était pas forcément à son top parce qu'il était en manque d'activité et tout. Mais ce que j'ai aimé dans ce combat, c'est qu'il y a eu plus de prise de risque de la part de Covington, notamment sur les amener au sol. Après, on a vu qu'Ousmane, c'était un tueur à gages. Ah, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. incroyable.
mais on a pu voir un niveau de lutte chez Covington de malade. C'est-à-dire que quand Covington se faisait sprawler, des fois il allait récupérer, chercher comment dire, une jambe, deux jambes, il passait des mains en barrage. Après, pour apprécier ça, fallait vraiment avoir un regard technique et sans. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, Il parce faut que avoir ouais, pratiqué le sol pour comprendre. Mais ce qui s'est passé dans ce combat-là, il y a eu des phases où c'était millimétré. Et c'est là que je vois comment dire, la technique de Covington, mais derrière, tu vois le côté athlétique, explosif et de Ousmane, et tu te dis, ah ouais, c'est. Mais c'est ça, parce que lors de la première tentative d'emmener de Colby, tu vois que Colby, il a la tête entre les jambes d'Ousmane, et vraiment, Ousmane, il réussit à vraiment enfoncer la tête de Colby. Tu sais, c'est décourageant, ce genre de sprawl. Et je me suis dit, à ce moment-là, Colby, il va pas aller, il va pas retenter d'aller lutter. Et derrière, il a fait au moins encore 3 ou 4 tentatives d'emmener. Et je crois qu'il a même brisé le record d'Ousmane, hein, parce qu'à un moment donné, je sais Ouais. pas si on peut. Je ne sais pas s'ils l'ont comptabilisé aussi, parce qu'il n'a pas réussi vraiment à le maintenir, mais il lui a pris le dos. Et aussi, on a pu voir un Colby Covington qui a réussi à coller Ousmane contre la cage. Ouais. Ça veut dire qu'à défaut de l'amener au sol, il a quand même fait du catch control sur Ousmane. Ouais, Et avec des belles sorties de coude parfois même. Hein. ouais, Vraiment, il y a eu. Ouais, ils se sont respectés mutuellement. Après, ouais, comme tu dis, on voit que Colby il peut battre Ousmane, mais là, il va devoir faire la queue. Là, il va devoir faire la queue parce que c'était une revanche. Et en fait, là, Ousmane, il fait que confirmer sa suprématie sur la catégorie, tu vois. Clairement. Donc, ouais, voilà, là, il peut pas prétendre à. Il peut pas prétendre, en tout cas, maintenant, pour avoir une autre chance au titre. En tout cas, on a vu qu'à la fin, ils se sont beaucoup respectés, les deux. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a demandé à Ousmane qu'est-ce qu'ils se sont dit. Il n'a pas voulu étaler. Il a dit en gros que ça reste entre eux. Et après, comme on dit, ça se naturel, il revient en galop. Comme dit, je crois qu'il a retraité de l'âge et de tricheur finalement à la conférence de presse. Non, après, ouais, après, je suis persuadé que Colby Covington, tu vois, c'est une merde dans le trash talking. Tu vois, faut le dire en plus. Et je te jure que je commence à l'apprécier. Mais tu vois, en fait, il y a quelque chose chez lui qui force le respect. C'est quand tu vois le combat qu'il a fait, quand tu vois au deuxième round où il en est, au troisième round ce qu'il fait et au quatrième, cinquième round ce qu'il nous propose. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Autant je déteste la phrase genre séparer l'artiste de l'homme, genre pour les groupes pédophiles là, de Polanski et tout là dans les films et tout. Mais Je ne sais pas de quoi tu parles. c'est un réalisateur. Bref. Autant, genre, dans le sport, tu vois, entre le trash talking, un peu comme Doumbé, des fois, qui va trop loin dans son trash talking, moi, je supporte pas personnellement. Mais après, quand tu regardes ce qu'il fait derrière, au Glory ou pas, t'es obligé ça force le respect. Tu peux fermer ta bouche. Parce que voilà, après, en MMA, bon, lui, il a encore rien prouvé. Mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, les sportifs, t'es obligé de reconnaître ce qu'ils font. Et là, Covington, on voit qu'il a été au bout d'un truc, tu vois, et voilà. Et il y a une petite vidéo qui est intéressante à regarder, c'est celle de Clément Marcoux. Je lui fais un petit clin d'œil. Il a fait une vidéo archi intéressante, un peu scientifique, mais qui explique pourquoi Ousmane est si dur à être amené au sol. Donc, si vous tapez Clément Marcoux sur YouTube, vous allez trouver la vidéo. Vous tapez Clément Marcoux, Ousmane, et vous trouverez la vidéo qui explique pourquoi c'est si difficile que ça de l'amener au sol. Ok. On va finir. Et pour la suite de la KT à 77, qu'est-ce que tu vois là contre Ousmane? Parce que pour moi, il a tout nettoyé. Contre Ousmane, malheureusement, j'aurais dit directement Léon Edwards, mais tu vois, mais même, ce que je veux dire, c'est que Léon Edwards, Luque, tous ces gars-là sans méchanceté, hein, je te jure que je ne les vois pas passer Ousmane. J'ai l'impression que Ousmane, il est trop loin actuellement. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, à ce moment-là, en plus, je crois que c'est le champion le plus actif. Ousmane, à ce moment-là, on aurait pu souhaiter une montée de catégorie pour aller faire le doublé, mais malheureusement, c'est son frère d'armes, Adesanya, qui est détenteur, tu vois. Donc, c'est vrai que là, et en plus, Dana White, il a dit, bon, après lui, il réagit un petit peu en fonction de son humeur. Il a dit que Ousmane, c'était vraiment le meilleur welterweight all of time, genre de tous les temps, tu vois. Mais là, clairement, il l'a prouvé. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que au-delà de la performance qu'il nous propose, comme tu l'as dit, moi, ce qui me choque le plus, c'est sa régularité, sa capacité à faire les combats, à avoir une intensité
et à ne pas se blesser et à répondre présent, c'est ouf. On se rend pas compte. Là, je crois qu'il a déjà battu le record de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il était sur 12 défenses de titre, il me semble, non? Ah non, ouais, non, il l'a pas battu alors. Ah ouais, Non, il il n'a est loin pas de encore battre. battu. Ah ouais, ouais. Il n'a pas encore battu, je ne sais pas il a combien, mais. Mais t'es sûr que c'est pas Anderson Silva? 12. Il me semble que c'est Georges Saint-Pierre. Parce que Georges Saint-Pierre, je croyais qu'il était à 7 ou 8. Attends, il prend la sur Tyrone. Une, deux. Non, il n'est pas encore du tout. Non, je ne pense pas qu'il a battu le record en tout de. cas, pour Ousmane, je pense que parce que ça, c'est une mode qui est assez moderne hein, à l'UFC d'aller chercher 2 ceintures. C'est des choses qui à l'époque n'existaient pas. C'est vraiment Conor qui a ramené ça. Mais Conor aussi, c'était un moyen de ne pas défendre ses ceintures parce qu'il savait que des fois, c'était plus compliqué de défendre ses ceintures que d'aller chercher des ceintures. Et je trouve que Ousmane, il a tout intérêt à aller péter des records qui vont être difficilement égalables parce que là, clairement, il en prend tout droit le chemin. Et attention à Chimaev derrière. Franchement, c'est ça. Après, Chimaev, pour moi, ce qu'il a fait au Chinois Jing Jingliang, franchement, j'en suis encore bouche bée. Je me dis, c'est pas possible. C'est des monstres. Parce que on a vraiment l'impression que l'autre ne sait pas combattre quand tu regardes ça. Alors que la réalité, c'est que l'autre, c'est un tueur à gages. Enfin, un tueur à gages. C'est un super bon combattant. Mais pour parler d'Ousmane et de sa suite, franchement, j'insiste vraiment que j'ai vraiment l'impression que celui qui arrivera à le battre, c'est celui qui arrivera à l'emmener au sol. Et là, de la catégorie là, des welterweight, je pense que je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Celui qui a le plus gros sol à l'heure actuelle, c'est Gilbert Burns, tu vois. Ouais. Et en fait, mais moi, vas-y, je te laisse finir, pardon. En fait, là où j'ai un peu de doute, je crois que c'était lors du premier affrontement entre Masvidal et Ousmane. À un moment donné, Ousmane, il emmène Masvidal au sol. Il est dans la garde de Masvidal et tu vois que, logiquement, tu emmènes un mec au sol. Bon, après, c'est vrai qu'avec l'adrénaline du combat, tous les facteurs, c'est pas évident. Mais logiquement, tu emmènes un mec au sol, comme il faisait Georges Saint-Pierre. Tu es dans sa garde, tu vas aller contrôler soit au niveau du biceps, soit contrôler au niveau de la nuque parfois pour certains, ou contrôler les épaules et pour ensuite mettre du ground and pound. Et là, tu voyais en fait Masvidal qui mettait les mains au sol et qui allait grapper pour mettre le doigt à la cage. Et tu voyais en fait Ousmane, j'ai l'impression qu'il se noyait, il ne savait pas où mettre les appuis et tout, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, ce mec-là, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu au sol, tu vois. Et même que lorsqu'il emmène ses adversaires au sol et qu'il se relève et qu'il met un petit peu de frappe, tu vois qu'il ne veut pas savoir tirer au sol. Et même lorsque hier il se prôlait Colby et que Colby il était dans un mauvais état, logiquement tu vas penser à passer dans le dos, tu vois, et à aller marteler sur le côté, mais il ne le fait pas. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas savoir tirer au sol et moi personnellement ça je l'ai remarqué, ça m'embouche un coin. Ça m'embouche un coin. Là, je vois ce que tu veux dire. Mais quand on dit ça m'embouche un peu, en général, c'est plus positif que négatif. Ah, t'es une galère, je voulais faire le mec qui dit une petite expression française. mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de cette... Parce que du coup, c'est un doute qu'on a, parce que c'est basé sur rien, c'est juste qu'on ne l'a jamais vu, donc on doute. Mais vraiment, moi, pour le coup, tu vois, je pense qu'un jour, Ousmane, il se fera cueillir, même si on a l'impression que tous les coups ne l'ébranlent pas. Franchement. Bah quand même, on a l'impression que Gilbert Burns, il s'est bien fait cueillir. Voilà. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Contre Gilbert Burns, il est arrivé dans le combat en se disant, Nick, j'ai rien à perdre. Et il lui a fait un round de ouf. Et je me dis que un qui est capable de lui faire la guerre debout, c'est quand même Luque. Luque, parce qu'il frappe fort, et même au sol, Luque, il est quand même pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, faut quand même se méfier de Luque. Et après, pour le coup, je trouve que le plus mauvais match-up, le meilleur match-up qu'il puisse avoir pour défendre sa ceinture actuellement, c'est Léon Howard. Parce que Léon Howard, c'est beaucoup de cash control, peu d'amener au sol, et on l'a vu face à Nat Diaz, il a une boxe qui est pas archi hermétique. Et au bout du 5e round, il commence à déclin. Enfin, il est dans le déclin. Donc, je trouve que pour une ceinture, s'il voudrait faire une défense de titre, entre guillemets, sécurisante, je trouve qu'il aurait plus intérêt à aller la défendre contre Léon Howard. Ouais. Bah, déjà, il faudra que Léon Edwards passe Masvidal parce qu'on sait que ce mec-là n'a jamais de chance. Donc, en espérant qu'il gagne Masvidal en décembre, c'est prévu pour décembre, hein, lors de Oliveira Poirier. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, je pense que logiquement, il aura son title shot, hein, si tout se passe bien pour lui. On avait fait le tour où je pense que. Non, on a fait le tour après.
Oui. J'ai une belle transition. L'UFC 268 a fini. Ouais. Là, on arrive sur le 269 et on a vu même qu'on arrivait bientôt sur le 270 avec la vidéo là qui fait le tour du monde. La vidéo comment dire, de Francis qui arrive Franchement, chapeau au caméraman qui a filmé ce moment. Bah, en fait, dès que tu as un grand combattant champion, tu sais, il le filme à l'entrée du stade. Et en fait, derrière l'entrée du stade, à chaque fois que tu finis le combat, tu fais une interview. Et du coup, là, le timing parfait. Lui, il est rentré. On avait Nassour qui venait de combattre, donc qui était en post-interview, là, en après-interview. Et ils se sont croisés. Et ce qu'on a pu voir, c'est Francis qui dit pas bonjour à personne, qui décide de pas les calculer et qui avance. Et on voit que cette scène, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et moi, je voulais ton avis là-dessus. Et après, je donnerai le mien. Bah, franchement, les gens, ils font un petit peu les mecs surpris, mais c'est une réaction. Personnellement, ça me choque pas. La scène, elle me fait rire. La scène, elle me fait rire, mais ça me choque pas. Après, peut-être que s'il avait croisé Cyril tout seul, peut-être qu'ils se seront dit bonjour, peut-être qu'il l'aurait salué. S'il avait croisé Nassourdine, peut-être qu'il l'aurait salué, mais c'est logique. C'est logique. On sait très bien, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Il y a de nombreuses interviews, de nombreux podcasts où Lopez il raconte entre guillemets leur mauvaise relation qu'il y a maintenant, tu vois. Donc c'est un peu logique que Ngannou ne les. En tout cas, c'est pas une réaction qui m'a étonné ou qui m'a surpris. Voilà, la vidéo, elle est marrante parce que même Lopez, il t'entend, il dit à Cyril, je t'avais dit, tu vois. Parce que Cyril, il dit, mais pourquoi il dit pas bonjour? Tu vois, je sais pas si tu as bien écouté la. Oui, j'ai vu, mais c'est presque naïf de sa part à Cyril. Cyril, parce que comme tu l'as dit, pour moi, ça me surprend pas du tout. C'est qu'en fait, le problème, c'est même pas entre Francis et Cyril. C'est encore moins entre Nassour, le pauvre, qui est le dommage collatéral de cette histoire, parce que lui, pour le coup, et d'ailleurs, lui, il est mort de rire. En plus, lui, il vient de gagner son combat, donc, alors, tu vois, il s'en fout complètement. Ouais. Et il y a Lopez, limite, il me faisait penser à l'image de, tu vois, dans les gifs, t'as Homer Simpson, il se met dans le bûcheron. Non, parce que dans l'image, en fait, ce que tu vois, c'est que tu vois, il est dans le coin, et il est beaucoup plus petit. Tu vois, t'as Cyril Gagne qui est archi grand, t'as Ngannou, il paraît monstrueux, et tu vois, Lopez, il est tout petit à côté, tu vois. Mais c'est ouf, hein, parce qu'il passe sans même jeter un regard, tu vois, c'est genre vraiment. Non, si, il a checké, il a zoulé avant. En fait, il a zoulé, il les a vus et après, il se concentre pour marcher tout droit. Après, franchement, je le comprends. Ce que je veux dire, c'est que déjà sur les réseaux, on sait qu'ils sont en embrouille. Ouais. Sur les réseaux, c'est qu'une partie de l'iceberg. On sait très bien qu'en dessous, il doit y avoir encore plus de trucs, tu vois. Parce que pour en arriver à dévoiler ça sur les réseaux, c'est que déjà, il y a eu une accumulation de trucs. Il y a eu des non-dits, il y a du ressenti. On sait que c'est un secret pour personne, tu l'as dit, bref. Derrière, il passe devant eux. Il sait que lui, il est champion en plus. T'as le champion intérimaire qui vient avec qui tu t'entraînais. T'as ton ancien entraîneur avec qui t'es grave en embrouille, qui l'entraîne et il va vouloir t'affronter. En vrai, tu vois, s'il y avait quelqu'un qui devait dire, de loin, salut, nana, tu vois, peut-être qu'ils attendaient, c'était une bagarre d'ego, tout simplement. Et comme lui, il attendait peut-être qu'il dise quelque chose pour interagir, tu vois, de la même manière que Cyril a dit pourquoi il m'a pas dit bonjour, Francis, il aurait pu dire ouais, bah, fallait me dire bonjour, et je t'aurais dit bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas qu'il aurait pu se permettre de dire ça à Ngannou, parce que là, vraiment, la manière dont il avance. J'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, quand t'arrives, toi, t'es tout seul, et t'as un groupe de 3 qui est postiche, c'est compliqué d'esquiver, tu vois. Ça aurait été encore plus manque de respect s'il s'était arrêté pour saluer Cyril, pour saluer Nassour et pas saluer Lopez. Là, il les a mis tous dans le même sac, il est passé et basta. Et après, comme je dis, pour moi, ça me choque pas. Là, je vois beaucoup de gens qui parlent encore une fois d'ingratitude et tout. Mais ça, je crois que vraiment, faut le dépasser maintenant. Faut juste considérer que les deux ne s'apprécient pas du tout. C'est ça. Ouais. Et il faut arrêter de faire genre les mecs choqués, tu vois. Ouais, c'est ça. La réaction de Ngannou, entre guillemets, enfin, elle me paraît normale. Après tout ce qu'on sait maintenant, en fait, elle me paraît normale. Tu vois, et vice-versa, hein, si c'était Lopez qui était passé à côté d'Ngannou sans dire bonjour, et qu'on aurait eu genre un passage de la scène, ça ne m'aurait pas étonné non plus, tu vois. Ouais, et puis après, il faut du temps. Ça se trouve, dans 2 ans, quand tout ça sera tassé un peu, ils se recroiseront, ils se diront bonjour. Tu vois, là, c'est encore vif, et comme je dis, surtout, il y a une échéance derrière.
Tu vois, Ouais. c'est pas comme s'il n'y a pas une échéance, tu vois. Là, il y a une échéance, c'est très bientôt. Donc, franchement, je comprends l'attitude. On verra, on verra. On se donne RDV lundi prochain. C'est Je bon sais pour pas moi. s'il y a d'autres actus la semaine prochaine, non, le week-end prochain. Il y a un UFC, il me semble. Il y a un UFC, Rodriguez, c'est ouais, c'est pareil. Holloway Ouais, Holloway contre la Pantera, main event de malade mental, et il y a qui Faresiam passe qui. inaperçu. Il y a Mais je sais Faresiam pas aussi qui combat dans 2 semaines, Ah, le justement, 20 je crois qu'on confond. Je crois qu'on Faresiam, il combat justement, c'est la semaine le 20 prochaine. Il y dans a 2 semaines. Faresiam et c'est un fight night, mais c'est des femmes qui combattent, je crois, en main event. Je vais aller vérifier ça. Et après, il y a une semaine de pause et ensuite, t'as Holloway contre la Panthère avec Fiziev contre l'autre en. Ah, donc Holloway, c'est pas cette semaine. C'est pas cette semaine. Non, c'est dans 3 semaines, Holloway, je crois. Non, c'est le 14. Ah ouais? Bon, bah, c'est Ouais, ça c'est le alors. 14. Ouais. Et c'est là où il y a Ziam qui combat dessus? Ziam, c'est soit. Non, Baziam, c'est la fois d'après. Ouais, non, mais justement, après, il y a une semaine de pause et après, il y a Ziam. Ziam, il combat dans 3 semaines alors. Ziam, il combat le 21 novembre. C'est dans 3 semaines. Ah, bah non, alors ça s'enchaîne. Ouais, ouais, c'est ça. C'est moi qui dis des bêtises. Ok, C'est moi bon, on qui se dis. retrouvera pour la Ouais. prochaine actualité lundi prochain. Bon, en tout cas, ça va être un main event de malade. Hein. Holloway Mm. contre la Panthère, ça va être un Ouais, main ouais, event bien de sûr. malade. Je donne mon pronostic dès maintenant. Holloway, KO, TKO, quatrième round. On verra. Je ne me prononce pas maintenant. On verra. Bon, Vas-y. bah, au pire, on verra. On se fera une petite analyse alors. Pendant qu'on y est. Ouais, bah ouais. Bon, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Vas-y. Ciao, mon boulox.